Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Depuis plus de 2 ans, mon podcast plonge dans les coulisses de la gastronomie en abordant des professions enrobées de 2 dénominateurs communs, le savoir-faire artisanal et le sens de la convivialité. J'aime écouter leur motivation, leur singularité et leur professionnalisme. Je veux mener ces interviews comme une célébration de l'art du bien manger, l'art du manger vrai, accessible à un large public, qu'il soit néophyte, curieux, amateur ou gourmet. Ce matin, je reçois dans le studio pour la première fois en 2025 Lucille Battafarano, cofondatrice de la marque Ancré, le condiment gastronomique végétal français qui allie savoir-faire et innovation culinaire. Bonjour Lucille. Bonjour. David Baroche, chef de la brasserie Baroche, située dans le 8e arrondissement, qui propose une cuisine traditionnelle contemporaine de saison à 2 pas des Champs-Élysées. Bonjour David. Bonjour. Nathalie Brigot-Ngoum, chef cuisinière, autrice, blogueuse et formatrice gluten-free. Bonjour Nathalie. Bonjour Virginie. Et Jean-François Paris, gérant du restaurant L'Invité, situé dans le 5e arrondissement, au cœur du quartier latin. Alors, je vais commencer. Bonjour Jean-François Bonjour Paris. Virginie. Bonjour à tous. J'étais déjà dans mes questions. Alors, Lucille, d'où est venue la décision de créer ce produit gastronomique unique en la matière dans le domaine marin ? Alors, la volonté avec Ancré, c'était de proposer un condiment gastronomique marin à la fois aux professionnels de la gastronomie, mais aussi aux particuliers. L'idée avec ce produit-là, c'est vraiment de pouvoir végétaliser les assiettes, mais toujours sous le prisme de la gastronomie. C'est-à-dire avec un produit qui est fabriqué artisanalement, bien sûr, parce que c'est important, mais surtout qui est raffiné, engagé et français. Très bien. Pourquoi l'engagement ? L'engagement, il a du sens déjà par rapport aux enjeux auxquels on est confrontés et aujourd'hui tous concernés. Donc l'idée de pouvoir faire une restauration durable, au final, ça a vraiment été dans la démarche initiale du projet. Et après, l'engagement, il est sous plein d'autres aspects. À la fois l'engagement avec les producteurs avec lesquels on travaille, l'engagement auprès des consommateurs dans une question de transparence, parce qu'on est aussi sur un produit qui est du coup sans additifs, sans conservateurs. Donc voilà, l'engagement, il se fait à plusieurs niveaux. Et pour moi, c'est vraiment la racine même, l'essence même du projet et du produit aujourd'hui. Alors justement, la genèse de ce projet, la genèse de ce produit, l'essence même, c'est quoi ? Sans trop en dire, évidemment. À l'origine, la volonté, c'était vraiment de pouvoir développer un condiment gastronomique pour les chefs, c'est-à-dire ouvrir une nouvelle palette de saveurs sur un produit iodé, sans protéines animales. C'est assez rare aujourd'hui, au final, sur la palette que les chefs peuvent utiliser, d'avoir des notes qui soient à la fois marines, iodées et umami. Et du coup, c'est vraiment la réunion des 2 ingrédients principaux du produit, qui sont les graines de chia et les algues, qui nous ont menés sur cette nouvelle proposition. L'engagement, c'était vraiment de pouvoir proposer quelque chose de nouveau, qui puisse s'accorder et ouvrir la palette créative des chefs dans la construction d'une recette, mais aussi de pouvoir démocratiser un produit comme celui-ci auprès du grand public. Du coup, donc sur une nouvelle proposition qui s'utilise de l'apéritif au fromage. D'accord. Donc au fromage, par exemple, donc quel type de fromage tu associes à des algues ? Alors, ça dépend des saveurs, mais sur des fromages type chèvre frais, brie à Savarin, par exemple, ça fonctionne très bien. Avec un comté affiné ou même avec un bon morbier, ça permet d'avoir une nouvelle proposition par rapport à des produits comme la confiture et la pâte de coin qui fonctionnent très bien avec le fromage aussi, bien sûr. Mais voilà, là, au lieu d'avoir un produit sucré, on a plutôt un produit marin iodé. Et donc, c'est une nouvelle façon d'explorer aussi des accords surprenants. Alors, tu parlais de la saveur umami.
tu peux, pour les néophytes, nous expliquer ce qu'est la saveur umami ? Oui, la saveur umami, c'est considéré comme la 5e saveur. C'est une saveur qu'on peut retrouver dans des produits comme le parmesan ou la tomate, par exemple. Ça va avoir quelque chose de très profond, de très riche, d'assez gourmand. Et on la retrouve notamment aussi dans un produit qu'on consomme au quotidien, qui est la sauce soja. Elle a un profil très, très, très umami et ça permet d'apporter une vraie longueur en bouche sur un produit. Et là, le fait de marier du coup les algues qui sont très marines, très iodées, très puissantes avec cette saveur umami, c'est vraiment un nouveau goût et une nouvelle exploration du coup dans un produit de la mer mais sans poisson. Merci beaucoup, Lucille. Alors, parce qu'ici, tout est fait de contraste. Là, on a parlé de végétal. Moi, j'ai envie de parler de chair. Animal. Alors, en 2016, David, tu es récompensé par le 4e prix du champion du monde de pâté en croûte. Alors, moi, j'aimerais que tu nous racontes comment ça se passe, le concours, comment on le fait, comment on décide de le faire et quand on gagne. Qu'est-ce qu'on gagne ? Quelle a été ta recette ? Et pourquoi le pâté en croûte ? Alors, d'abord, pourquoi le pâté croûte ? C'est très naturel chez moi puisque je suis charcutier, fils de charcutier. Donc, forcément, le pâté croûte fait partie des produits que nous proposons depuis des années. Et dans mon établissement, notamment à la brasserie Baroche, on a un pâté croûte toute l'année. Donc effectivement, ce concours a été lancé et brillamment lancé et il y a énormément de participants. En 2016, on a fini effectivement 4e. On n'est pas sur le podium, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Tu voudrais te représenter ? Oui, je me suis déjà représenté depuis, bien évidemment, mais parce que je trouve que les concours, c'est toujours très intéressant. C'est pas la première fois que je fais des concours. J'ai commencé ma carrière il y a quand même maintenant quelques années. Et je trouve que la démarche de faire des concours, c'est toujours très intéressant. D'abord, c'est très enrichissant. Et on progresse toujours à faire des concours. C'est se challenger. C'est se challenger, rencontrer en même temps des personnes qui sont comme nous, des concurrents certes, mais des passionnés du métier. Et c'est toujours très intéressant de faire des concours. Donc ta recette, c'était quoi ? Oh, à l'époque, c'était un pâté croûte de canard, figues, foie gras. Voilà, c'était quelque chose de très moelleux, de très gourmand, de très goûtu, avec une pâte croustillante. Vous étiez combien ? Je ne me rappelle pas aujourd'hui, c'est vrai que c'était en 2016, donc ça fait déjà quelques années pour cette édition. Et comment ça se passe ? C'est-à-dire que tu envoies une recette, une fois que tu dis « je veux y aller », comment ça se passe les coulisses ? En fait, il y a une présélection qui est faite sur dossier. Une fois que le dossier est accepté, il y a un premier tour, on va dire, qui a lieu à Paris, pour moi. Et puis ensuite, on va en finale. Et là, la finale était à côté de Lyon. Voilà. Forcément. Jamais très loin de Lyon. Donc, fier. Ah oui, très fier, oui. Et puis c'est toujours, vraiment un super concours qui n'est pas à l'initiative des charcutiers, mais que je trouve extraordinaire. Mais moi, à partir du moment où on parle de notre métier, de la charcuterie, peu importe qui fait, l'essentiel c'est qu'on parle et en bien de notre métier. Bien sûr. Merci David. Nathalie. Oui. Alors, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et donc, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous parler de ton blog, donc, qui s'intitule Envolée gourmande, que tu as créé en 2015 ? Et moi, j'aurais voulu comprendre l'ambition de ce blog et tout le parcours depuis 2015. Alors, depuis 2015, l'ambition a toujours été la même, celle qui a commencé avec le blog, c'est-à-dire que parler des produits avec lesquels j'avais grandi, au départ, c'était ça. Les produits avec lesquels j'avais grandi au Cameroun. Je suis venue en France en 98 et j'avais constaté que l'Afrique est immense et on parlait de deux plats, de deux pays. C'était souvent un plat du Mali, un plat du Sénégal. Moi, je viens du Cameroun. Les Camerounais sont très fiers de leur gastronomie, qu'ils considèrent comme une des meilleures du monde. Je parle pas d'Afrique, je dis du monde. Et j'ai dit, mais on connaît pas nos produits, on connaît pas ce qu'on fait. Voilà. Donc, au départ, c'était ça. C'était parler des produits, parler des ambiances, parler des choses avec lesquelles j'avais grandi, parler de pêche, parce que mon grand-père était pêcheur, parler de légumes, parce que ça poussait le gombo, l'avocatier dans la cour et tout ça. Et puis, parler des épices. Parce que moi, j'ai grandi avec l'Inde, la route des épices. Et au Cameroun, il y a des sauces de 25 épices qui devraient rentrer dans le record Guinness. Donc, en fait, je trouve que nous avons beaucoup de choses, mais nous ne savons pas les mettre en valeur.
Donc, j'ai décidé de créer un blog pour en parler, pour avoir aussi ma voix singulière, pour que quand on tape Cameroun ou Afrique ou épices, on trouve que il y a plein d'épices. Tout ce qu'on connaît, les cumin, la cannelle et tout ça existe, plus d'autres épices. Et avec le temps, j'ai constaté que j'ai bien fait. Parce qu'aujourd'hui, je connais même des Africains qui ne savent pas que le poivre de Penja, c'est du Cameroun. À chaque fois, les gens sont étonnés. Ah, j'adore ce poivre, tout ça, un poivre indien, un poivre... On me dit, mais ça vient c'est Benjab. Je dis, non, c'est Penja. C'est 70 km de Douala. Ah, d'accord. Voilà, donc j'aime éduquer, j'aime transmettre, j'aime expliquer. Donc, c'est le but du blog et tout ce que je fais jusqu'ici. Ok, et donc le blog, il était structuré comment ? C'est-à-dire, à quelle fréquence tu écrivais ? Alors, au début, j'écrivais tout le temps. Tout le temps. Je pense qu'en moins d'un an, j'ai fait presque les 3/4 de ce qu'il y a aujourd'hui dans mon blog. Là, je recommence, mais j'écrivais vraiment tout le temps, tous les jours. Et il y avait aussi de la poésie, parce que j'aime la poésie, voilà. Donc, c'était... ton univers, en fait. Mon univers, c'est ça. Mon univers, c'est l'écriture. J'ai écrit avant de cuisiner. C'est la transmission, c'est le partage, c'est la découverte. Et après, je me suis ouverte à plein d'autres choses parce que j'ai des gens qui m'écrivaient en disant « Je suis de Burkina Faso, vous parlez du Cameroun tout le temps, personne ne parle de nous, je suis de Centrafrique, parlez de nous aussi. » Et ensuite, je parlais de la France parce que j'ai choisi de venir en France. Je vis en France, donc j'aime les produits de saison. Je parle de mon univers. C'est ça. Très bien, c'est très joli. Merci beaucoup. Jean-François, toi, bonjour Jean-François, t'as vu, je ne t'oublie pas cette fois-ci. Ça fait plaisir. Quel est ton parcours dans la restauration ? J'ai pris ce choix à 15 ans. Quand on demande à un gamin à 15 ans ce qu'il veut faire, c'est jamais évident. Je l'ai fait pour des raisons pragmatiques. Je voulais être autonome rapidement et j'avais un petit peu cette vision du service. On n'allait pas souvent au restaurant, mais j'avais cette vision assez élégante et classe du service, en tout cas dans ces beaux métiers, avec des bons produits. En fait, ça arrive un peu naturellement, dans le sens qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à atteindre tous ces objectifs. Et du coup, la restauration, c'est imposé à moi. Donc voilà, école hôtelière. Arrivé dans le métier, 18 ans, mon bac, mon permis, je suis parti travailler. Et puis à 21 ans, mon père voulait un dernier challenge et m'aider son fils. Donc du coup, on a pris un restaurant à Bercy Village. Et puis et aujourd'hui, voilà, ça fait maintenant plus de 11 ans que j'ai repris un autre restaurant dans le 5e. Voilà un peu comment je suis tombé dedans. Surtout je pensais aussi par rapport à l'amour à la maison, de la bonne bouffe française, un peu normande, bien plein de beurre, plein de crème fraîche et des bons vins, qui m'ont amené à aller dans ce métier. Et du coup, donc toi, tu es le gérant, tu n'es pas le chef ? Oui. Mais comment tu qualifierais la cuisine de l'invité ? Déjà, l'invité, pourquoi et eux ? Je me suis associé à un moment donné et l'idée est tombée sur la table, sur le quartier Simone de Beauvoir, qui a écrit en fait un livre qui s'appelle L'Invité. Et c'était de jouer un petit peu sur la culture et sur le 5e arrondissement, voilà, sur jouer un peu sur l'historique du lieu, parce que le 5e c'est très culturel. Voilà. Donc ok, donc Simone, donc on pense à Simone. Et ouais. Donc comment qualifierais-tu la cuisine de l'établissement en 3 adjectifs ? Vu que je suis pas chef, j'ai toujours privilégié de toute façon la cuisine frais et fait maison. Hein, ça paraît bête, mais aujourd'hui, je pense que ça me paraît désolant de devoir le mettre en avant, alors que c'est quelque chose dans le métier qui, quand même, est là à la base, mais ça ne l'est pas. Je pense que les gens s'en plaignent aujourd'hui en France, beaucoup d'ailleurs. Voilà, du frais, du fait maison. Et comme je ne suis pas le chef de cuisine, il a fallu toujours que je m'adapte un peu à la cuisine de mon chef. Donc, bien sûr, tout en donnant une ligne directrice à la carte, il faut aussi laisser s'exprimer un peu le chef qui est en place. Pour laisser un peu sa créativité, avoir qu'il ait aussi cet amour qu'il puisse mettre dans son assiette, tout en ayant un petit peu aussi ma patte, étant le gérant du restaurant. Très bien. Il y a beaucoup de turnover dans ta cuisine ? Non, puis maintenant, avant un peu plus, parce qu'il y avait plus de monde dans l'équipe. L'équipe a été réduite un petit peu depuis le Covid. Et donc, du coup, un peu moins. J'ai la chance d'avoir trouvé des bons gars stables. Et ça repose dans ce métier. C'est sûr. Merci beaucoup, Jean-François. Lucille, je reviens à toi. En novembre, tu as participé au salon Made in France. Quels sont l'enjeu et la qualité d'un tel événement pour des entrepreneurs qui entreprennent dans l'écosystème de la food ? Quel a été ton retour d'expérience ? Très bon. C'était un très très bel événement, le salon du Made in France. C'était la première fois qu'on participait à ce salon. Du coup, on n'avait pas forcément ni d'a priori ni d'attente, vu que c'était notre première édition. Et surtout, on ne savait pas forcément quelle place prenait la gastronomie, quel était aussi l'intérêt du visitorat.
Et on a été très, très agréablement surprise. Le pôle gastronomie est assez dense finalement dans ce salon et surtout représenté par des jolies marques artisanales françaises. Je pense que c'est important de pouvoir participer à un salon comme celui-ci pour vraiment replacer la place de la fabrication française dans le panorama gastronomique au global. La gastronomie française, selon moi, aujourd'hui peut parfois un peu souffrir de son image. Ça reste évidemment une des plus belles gastronomies au monde, mais voilà, il y a quand même à côté du Cameroun. Évidemment. Attention, Nathalie n'est pas loin. Mais je trouve que c'est important de pouvoir participer à ce type de manifestation pour aller à la rencontre des consommateurs, pour leur proposer de découvrir le produit en direct, leur expliquer la façon dont il est fabriqué, quels sont les enjeux, la raison pour laquelle cette proposition existe, et c'est le cas pour de nombreuses marques qui étaient d'ailleurs présentes sur ce salon-là. C'est un salon qu'on a trouvé, en tout cas avec donc ma sœur qui est aussi mon associée, un salon très très dense. On n'a vraiment pas levé le pied pendant les 4 jours de cette manifestation, mais avec un public qui était intéressé, curieux, gastronome. Donc c'était vraiment un pur bonheur. On espère pouvoir refaire la prochaine édition 2025. Du coup, novembre, j'imagine que tu as aussi capitalisé pour les fêtes de Noël et que ça a bien marché. Oui, exactement. En fait, nous, on a un produit qui, évidemment, s'utilise toute l'année, mais sa particularité, c'est aussi de pouvoir être proposé sur des tables de fête, donc soit à offrir, soit à s'offrir. Et c'est vrai que, du coup, la période du Salon du Made in France tombe plutôt bien, parce que c'est le début de l'émulation des périodes de fêtes de fin d'année, des projections de cadeaux pour les proches, etc. Donc, on avait à cette occasion développé un coffret de plusieurs saveurs qui était du coup emballé avec une petite cuillère en nacre pour la dégustation. Et pour le coup, on a eu des super retours conso sur les produits. Génial, bravo. Merci. Nathalie, Oui. Il y a donc un élément qui nous réunit particulièrement. En 2022, tu as obtenu le Gourmand Award pour ton livre. Et moi, je l'ai reçu entre mes mains en 2022 en Suède. Quelle délicieuse coïncidence. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses ? Alors, comme je le disais déjà au début, tout ce que je fais, c'est non seulement un témoignage, mais une mise en avant des produits, des recettes, des techniques avec lesquelles j'ai grandi au Cameroun, que je retrouve parfois ailleurs. Ça ne m'empêche pas de l'autre côté de créer beaucoup de choses. Je dis toujours que je suis entre tradition et innovation. Donc le livre qui est sorti en 2019, il est vieux déjà, mais il est toujours d'actualité puisqu'il se vend toujours à la Fnac, puisque je le vends toujours. Il s'appelle Mon imprécis de cuisine, et si la boulangerie, la pâtisserie et d'autres savoureuses déclinaisons avaient un goût d'Afrique. Donc c'est celui qui a été primé en 2020. Et dans ce livre-là, je parle beaucoup j'abordais déjà les thèmes aujourd'hui qui commencent à être un peu prégnants. C'est tout ce qui est farines alternatives. Donc je disais que j'ai mes grands-mères qui faisaient des farines de manioc, de maïs, et qu'on pouvait aussi les travailler, soit de façon gastronomique, soit dans la boulangerie, soit dans la pâtisserie. Donc c'est ce qui est dans ce livre-là. De la poésie aussi, parce que c'est mon univers. Voilà, donc j'ai travaillé certaines recettes françaises comme le Paris-Brest, avec la farine d'igname par exemple. J'ai fait des crèmes avec de la banane plantain. Voilà, donc je me suis amusée. Et je l'ai appelé Mon imprécis de cuisine, même si j'ai barré les items un peu. C'est parce que j'avais pas de référent et de référence. Donc je créais mes recettes ou j'adaptais des recettes avec des produits avec lesquels j'avais jamais vu ces recettes-là. Donc c'est pour ça que je parlais d'imprécis. Mais je rassure tout le monde, c'est précis. Donc, c'est moi qui ai essuyé les plâtres, c'est moi qui ai fait des tests. Il y a combien de recettes, pour arriver à une précision? Il y en a 52. Et dans les 52 recettes, il y a 80% de recettes végétales, 80% de recettes sans gluten et 20% de recettes avec la farine de blé. Parce que je le répète, à chaque fois on me dit gluten free. Je dis non, c'est parce qu'on me pose la question sur mes farines. Mais moi, je travaille à la farine de blé. J'ai pas de problème avec ça. Ma grand-mère vendait des beignets haricots, BHB, comme on dit au Cameroun. C'était de la farine de blé. Et je trouve qu'il y a de très belles farines de blé. Voilà. Donc, j'ai 80-20. C'est un choix que j'ai fait. Pas parce que je suis contre la farine de blé, pas du tout. Parce que je voulais montrer qu'il y avait d'autres farines aussi à côté de la farine de blé.
Très bien. Et c'était où les Gourmands Awards en 2020? Alors, tristement, pendant... c'était pendant le Covid. Voilà, la belle cérémonie dans le bel hôtel, on l'a pas eu. Ah mince. Ah bah oui, c'était en visio du coup. Oui, c'était un peu triste. C'était vraiment... c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je suis très fière de ce livre parce que les gens me disaient, t'as pas d'éditeur, tu as de la poésie, on sait pas ce que tu fais. Je dis oui. Moi, je me lance. Quand je veux faire quelque chose, je le fais. J'estime qu'on trouve toujours son public. Parce que des gens ont son propre public, si ça veut dire que ce qu'on fait nous plaît, il y a quelqu'un quelque part qui va aimer ce qu'on fait. Donc, je suis vraiment fière que ce livre soit primé et qu'il continue à être diffusé et que, pas plus loin qu'avant-hier, que les gens m'appellent même de Haïti pour me dire on a entendu parler de vous, est-ce que je peux avoir votre livre? Donc, j'en suis vraiment très fière. Tu peux, bravo. Merci. Bravo Nathalie. David, tu es inscrit au Collège culinaire de France. Oui. C'est bon. Oui. Et membre du réseau Territoria. Ça a changé parce qu'avant, c'était les collectionneurs. Oui. C'est bon. Et avant, c'était encore le Château Hôtel Collection. Oh là, oui. Voilà. Donc du coup, par quel engagement et ambition cette communauté de restaurateurs indépendants est-elle reliée? Moi, je connais notamment Fanny Herpin du Camondo, qui est dans ce réseau-là. Et moi aussi. Tu es dans ce réseau? Oui, on est membre du collège. Incroyable. Donc du coup, quel est l'engagement? Comment vous vous réunissez? Ce que vous vous dites? Les deux sont différents. Le collège culinaire a été créé il y a maintenant au moins une quinzaine d'années, je crois. Et l'idée, c'est de faire partie du collège culinaire. C'est d'abord pour moi, ce sont les rencontres qu'on peut y faire, parce qu'on va retrouver des artisans avec qui on a exactement la même philosophie du métier. Donc plutôt de bien faire les choses et de le faire savoir. Donc Célia Tunk, qui est la directrice du collège culinaire, fait un travail extraordinaire. Franchement, si elle veut venir, je l'invite volontiers. Ouais, c'est vraiment un plaisir chaque année de participer à la grande rencontre. Mais également, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un label de qualité et on peut faire confiance à ce label lorsqu'on voit membre du collège culinaire. C'est une valeur, c'est une vraie valeur et quelque chose que je défends. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, tu disais que Territoria, c'est différent? Territoria, c'est différent. En fait, je suis rentré dans le groupe Territoria parce que j'avais envie, en fait, d'appartenir à un groupe de qualité. Donc, ce groupe a été lancé par Alain Ducasse, qui référençait, en fait, des bonnes tables. Alors, moi, mon établissement est un petit peu atypique parce qu'on est sur une brasserie, la brasserie Baroche. On ouvre à 7h le matin et on ferme à minuit et demi. On est en service continu. Donc, à l'époque, en fait, j'ai dit, écoutez, j'aimerais bien en faire partie, mais je ne suis pas sûr de correspondre. Et donc, ils sont venus, bien sûr, déguster la cuisine que l'on fait. Et ils m'ont dit, si, au contraire, ça nous intéresse. Et puis, ça permet, c'est pas parce qu'on fait un service continu et qu'on est dans un lieu, effectivement, plutôt touristique, qu'on ne peut pas correspondre aux valeurs du collège culinaire ou d'un groupe comme Territoria. Et tu les as séduits, du coup? Je les ai séduits et je me rappelle d'une visite du collège culinaire de Célia Tunk où on a énormément avancé et on a énormément discuté, et elle m'a fait aussi évoluer sur ma cuisine, sur une cuisine qui est de plus en plus, elle l'était déjà, mais de plus en plus de saisonnalité et où on fait de plus en plus attention aux produits qu'on va utiliser dans un respect de l'environnement et du bien-être, tout simplement. Et de la tradition en même temps. Voilà, et ça ne m'empêche pas d'être charcutier. Donc aujourd'hui, la charcuterie, elle évolue énormément. C'est-à-dire que on est sur des produits beaucoup moins gras, beaucoup plus digestes, sur des charcuteries avec beaucoup plus de végétal à l'intérieur. Et il y a une évolution. Il y a eu une évolution de la cuisine et il y a également une évolution de la charcuterie. Très bien. Alors, qui dit charcuterie gastronomie dit vin. Jean-François, j'ai une question parce que sur le site internet, alors j'espère que c'est toujours d'actualité aussi. J'ai adoré la page consacrée au vin chez vous. Oui. Le choix du vin qui se fait en fonction des couleurs. Oui. Comment, voilà, c'est ça. Le choix du vin se fait de façon ludique, suivant l'envie du moment représentée par une couleur.
Pour être, voilà, ça c'est le côté un petit peu pour Comme la clientèle, mais en gros, le concept de la carte, c'est d'avoir un prix unique pour 12 verres de vin. J'ai 6 vins rouges, j'ai un rosé, 4 blancs secs, un moelleux, histoire de donner une palette, un maximum de palettes et que les gens se concentrent sur l'arôme et le monocépage. Ce qui n'a pas été évident, parce qu'en plus, il faut essayer aussi de varier les régions, etc. Mais je suis allé plus sur la typicité de vin qui puisse convenir au maximum de personnes, tout en ayant la possibilité aux gens de redécouvrir aussi ce que c'est un monocépage et d'affiner un petit peu son palais, je pense, en ayant ce type de dégustation. et sa curiosité culturelle. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est qu'un monocépage du coup? C'est un vin qui est fait qu'avec un seul cépage de vigne. Et sinon, le contraire, c'est l'assemblage. Donc, alors, par exemple, sur ma carte, j'ai quand même un assemblage. C'est un vin du Languedoc, c'est une Grenache roussanne. Sinon, j'ai un 100% Chardonnay, un 100% Sauvignon, un 100% Viognier, pour essayer d'aller dans mon concept jusqu'au bout, au moins que les gens puissent trouver leur bonheur là-dedans. Mais c'est vrai que souvent les gens, des fois, se concentrent un peu sur le prix, etc. Bon, j'ai un vin de la maison pas cher, mais voilà, pour 6 euros, on peut se faire plaisir et faire un petit atelier dégustation tout seul en fonction de ses envies. Voilà, c'est un peu Et à la brasserie, comment ça se passe, la carte des vins? Comment vous sourcez? Ça se passe très bien. Moi, Ça se passe très bien parce que c'est vraiment c'est mon plaisir. C'est-à-dire que j'ai la chance, on a la chance d'être un peu connu maintenant, et en fait, on a des vignerons qui viennent directement nous voir à la brasserie. Et la première chose que je regarde chez un vigneron, c'est ses mains. S'il a travaillé la terre. D'abord, je vois s'il est vigneron ou s'il est représentant. Et j'adore échanger avec ces agriculteurs de la terre et de la vigne. La sélection, oui, c'est moi qui m'en charge, et aussi sur les coups de cœur. On a tellement de choix à Paris, tellement de bars à vin, de bistrots où on peut sortir le soir et parfois on prend une bouteille et le lendemain on appelle le vigneron et le vigneron est ravi, dit voilà, j'ai goûté votre vin à tel endroit, est-ce que je pourrais vous rentrer à ma carte? Oui, peut-être, et on se rencontre et ça, c'est vraiment le plaisir du restaurateur, c'est de rencontrer des vignerons, mais aussi des éleveurs, des producteurs. C'est le plaisir au quotidien. Oui, parce que la charcuterie, du coup, toi, tu prends tous les éleveurs qui t'envoient la viande. Oh, je ne prends pas tous les éleveurs, je sélectionne je veux éleveurs. dire, tu as besoin des éleveurs Oui. qui t'apportent la viande que toi, après, tu transformes. Oui, bien sûr, mais là aussi, il y a toute une démarche. C'est-à-dire que les cochons que l'on travaille, c'est des cochons qui sont élevés dans le Perche. Il y a toute une démarche, tout comme les légumes, tout comme... voilà, c'est aussi un métier de passion. Je veux dire, on n'est pas obligé de faire ce qu'on fait. On le fait parce que ça nous fait du bien et que le matin on a le sourire. Et moi j'ai le sourire lorsque je vais rencontrer un vigneron dans l'après-midi. Je sais d'où il vient, il s'est déplacé pour me voir, pour me faire goûter ses vins. Et c'est pareil pour un marchand un cultivateur, c'est pareil pour un éleveur, un ostréiculteur. C'est vraiment le plaisir. On fait d'abord ce métier. C'est un bonheur de faire ce métier. On adore. On fait pas ça pour les horaires, ça c'est sûr. C'est sûr. J'ai pas l'impression d'aller au travail le matin. Oui. Donc c'est un vrai plaisir. Je comprends. Merci beaucoup, David. Lucille, alors, est-ce que tu peux nous faire saliver et nous donner des exemples de tes condiments, des associations que tu peux faire pour des créations originales et qui vont surprendre nos papilles? Oui, alors dans la gamme ancrée, du coup, il y a 3 saveurs. Le produit est décliné en 3 saveurs. Le premier qui est iodé, une deuxième saveur qui est acidulée et une troisième qui est truffée à la truffe noire. Donc, c'est vraiment des profils aromatiques très différents. La ligne directrice et le point commun qu'il y a, c'est bien évidemment la texture qui reste assez surprenante et éclatante du coup en bouche. Et c'est des petites billes. Oui, alors c'est l'ingrédient principal qui est la graine de chia qui apporte cet effet bille, mais qui du coup apporte aussi une texture supplémentaire, un peu éclatante. Et donc du coup, l'autre point commun, c'est le profil iodé du produit. Et ensuite, les arômes se baladent en fait au fur et à mesure de la dégustation. Sur le iodé, par exemple, les accords qui sont assez sympas, c'est soit simplement sur un
sur un blinis à l'apéritif, avec un petit peu de crème fraîche, de la ciboulette. C'est un apéritif festif, pas forcément de fête de fin d'année. Il y a plein d'autres manières de célébrer aussi tout au long de l'année. Mais ne nous enfermons pas, c'est trop dommage. On n'attend que décembre. Mais qui est un apéritif clé en main, facile à faire à la maison quand on reçoit ou quand on est invité. Mais le iodé a un profil quand très... on est invité, Jean-François. Exactement. T'as vu eux. T'as vu les ponts que j'ai fait? Oh là là, mon Dieu. La marque s'appelle Ancré et eux. Aussi. Et voilà, c'est... Mais on est dans la vibe féministe. C'est à la mode. On pense à Simone. Voilà, on pense à Simone. Donc voilà, et en fait, le iodé a vraiment un profil assez polyvalent. Donc, il va aussi bien s'accommoder avec des légumes, mais de la viande, du poisson, du fromage. C'est vraiment celui qui a le profil le plus versatile. Le deuxième, qui est acidulé, c'est un très bel accord sur tout ce qui est mer-mer. Donc, ça va être sympa avec des huîtres, des Saint-Jacques, un tartare de poisson. C'est des accords qui fonctionnent très bien avec des asperges, avec des poireaux. Ça apporte un petit peps en plus à la recette. Et le truffé, truffe noire française, il va avoir un profil du coup à la fois boisé iodé. Donc c'est pas forcément un accord qu'on a l'habitude de rencontrer. Il a un profil qui est très marqué, qui a une belle longueur en bouche. Et lui, c'est vraiment l'allié parfait soit d'une viande. Donc ça va être très chouette avec un tartare ou même un carpaccio de bœuf, par exemple, un tartare de veau. Ou sinon, effectivement, c'est un très bel ami du fromage dont on parlait au début. Super. Merci. Donc, il y a vraiment moyen de s'amuser autour de ces produits-là, de tester aussi de nouveaux accords. Et pour pousser le trait jusqu'au bout, le iodé fonctionne très, très bien avec du chocolat. Donc, en dessert. Ah oui, ça, vraiment, c'est audacieux, franchement, ça. Dessert. Le côté marin chocolat. Chocolat noir ? Oui, chocolat noir sur une tartelette, par exemple. C'est juste avoir une quenelle de produits. Et donc, tous les condiments sont côté couleur noire, ou vous avez des condiments Oui, non, aujourd'hui, vraiment, oui. Ouais, tout se passe dans le goût. Donc, le visuel et la texture restent identiques sur les trois saveurs. Par contre, c'est vraiment le goût entre chaque produit qui va créer cette différence de profil aromatique. Ok, merci Lucille. Nathalie. Oui, Virginie. En 2022, tu as été nommée ambassadrice du Cameroun par l'Organisation mondiale de la gastronomie. Peux-tu nous expliquer ton rôle, ta mission, ton engagement et tes activités ? Alors, avant d'expliquer mon rôle, je préfère préciser que pendant des années, jusqu'à fin d'année dernière, j'étais ingénieure marketing. Même si je suis allée à l'école hôtelière entre-temps, j'ai fait plein de choses, je n'étais pas vraiment à fond dans Envolée Gourmande, qui est ma société et tout ce que je fais. J'avais un travail salarié à plein temps que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé et qui me sert aujourd'hui aussi dans ce que je fais. Donc, quand on m'a nommée ambassadrice, j'étais très fière, mais en même temps, j'étais un peu mal à l'aise parce que je me disais, je suis en France, je pars du Cameroun, tout le monde sait que je suis d'origine camerounaise, j'aime le Cameroun, j'aime la France, mais être nommée ambassadrice sans que je ne fasse rien pour au Cameroun, ça me dérangeait un peu. Donc, moi, j'ai demandé au président, à Laurent et à Carole, de me laisser un peu de temps, de changer de vie, ce qu'ils ont respecté. Donc, en novembre 2023, j'ai démissionné de mon travail salarié. Donc, aujourd'hui, je suis à 1000% pour Envolée Gourmande. Et là, en 6 mois, j'ai fait plus de voyages en Afrique qu'en 25 ans en France. Voilà. Donc, j'étais au Maroc, j'étais en Côte d'Ivoire. Dans 2 jours, je vais au Bénin, ensuite au Cameroun. Voilà, donc je me sentais pas très en phase, même si tout le monde sait que je parle du Cameroun, mais moi, je sais que je viens en France et qu'il y a des choses que je ne sais pas toujours du Cameroun puisque je n'y vis pas. Donc maintenant que je me déplace un peu plus, on va reprendre donc le bâton de pèlerin de l'Organisation mondiale et surtout, je voudrais souligner que c'est les premiers à avoir cru en mon livre. Ça, je vais jamais l'oublier. Ils m'ont permis de mettre un bandeau, les super bandeaux rouges qu'on met sur les grands livres. C'était marqué OMG et tout ça. Donc, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ils m'ont invité au salon de l'agriculture. J'ai rencontré 2 grands chefs. Franchement, on n'a pas fait grand-chose pour le moment parce que c'est moi qui ai dit, OK,
quand je vais me consacrer à plein temps en volée gourmande, à ce moment-là, on fera des choses en direction du Cameroun et de l'Afrique. Voilà, c'est vraiment ça. C'est ce que je voulais souligner. Maintenant, je suis un peu plus alignée parce que franchement, j'avais un travail qui était très bien. C'était aussi la sécurité de l'emploi. Et j'ai réfléchi à ce que je voulais faire, à l'impact que je voulais avoir et que j'ai sans le savoir par le blog depuis des années, des lettres que je reçois, des gens qui m'encouragent et tout ça. Donc j'ai dit, OK, je me consacre à ça et à ce moment-là, je serai vraiment dans l'OMG. Quoi. Donc là, 2025, plein pot, plein feu. Ah ben ça a commencé depuis que je suis allée au Maroc en octobre, où j'ai gagné un autre prix. Ça m'a beaucoup touchée parce que quand vous êtes comment vous dire, quand vous avez deux pays, parce que c'est mon cas, vous faites des choses, vous ne vous rendez pas compte que les gens le voient. Donc, on m'a invité au Maroc pour me donner le prix de l'engagement pour l'Afrique. Donc, vous vous dites, je ne me trompe pas dans ce que je suis en train de faire, mais ça m'empêche pas d'être en France et d'aimer la France. Et au contraire, c'est rencontrer les chefs français, leur dire que vous savez que il y a d'autres goûts au mamie. Il n'y a pas vous avez parlé tout à l'heure de la sauce soja. La sauce soja, il n'y a pas que ça. Il y a le néré, il y a le dawa, il y a plein de choses en Afrique. Nous sommes les champions de la fermentation, personne ne le sait, mais il faut qu'on en parle. Donc, on peut les accompagner. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis chef consultante sur la fermentation, sur les épices, sur les techniques, sur les produits, pour introduire les choses. C'est vraiment ça. Donc, c'est pour ça que il y a des choses... Vulgariser aussi, d'une certaine manière. Vulgariser, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je garde mon blog. On me dit, mais tu te tues à la tâche, tu dors pas la nuit. C'est parce que... On ne dort pas la nuit. Personne ne dort la nuit ici, de toute façon. Parce qu'on dit, oui, mais tu vends maintenant tes services. Le blog est gratuit, de toutes les façons. Maintenant, tu vends tes services, tu veux vivre dans Volée Gourmande. Mais je garde mon blog parce que ça permet aussi de rentrer sur les moteurs de recherche. Ça permet de sensibiliser les gens tranquillement chez eux sans les forcer. Je trouve que la pédagogie, les gens, c'est mieux que imposer des choses aux gens. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Nathalie. David, qu'est-ce que c'est pour toi un plat canaille ? Alors, sa première question. Deuxième partie, est-ce que je peux avoir 3 plats phares de la brasserie ? Oui, alors, donne-nous faim, là, il est 11h. Un plat canaille, pour moi, c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est-à-dire un plat qu'on va partager. Et pour moi, la cuisine, elle est faite pour ça. C'est-à-dire que je cuisine rarement pour moi. Je cuisine pour une tablée, c'est pour ça que j'ai ouvert un restaurant, j'aurais pu rester charcutier. Et c'est pour ça que dans mon nouvel établissement que j'ouvre dans quelques semaines, on fait une grande table d'hôtes aussi au milieu parce que on va pouvoir partager, manger de la charcuterie et on viendra nombreux. Donc voilà, les plats canailles, c'est ça pour moi, c'est le partage. Donc pâté, terrine, effectivement, toutes les charcuteries qui sont faciles à partager. Et puis tu m'as demandé effectivement entrée, plat et dessert en plat canaille. Allez, on y va. Ben écoute, alors c'est la grande tendance bien sûr, mais ça va être un pâté croûte parce que c'est ce que j'appelle un pâté frais en fait, le pâté croûte. Alors la garniture de ce pâté croûte par exemple. Ah bah elle enfin peut je veux être, dire elle... à l'intérieur. La farce. Ben en ce moment voilà, nous sommes au mois de janvier, donc on est sur des produits de saison. Si vous avez gardé quelques champignons, tant mieux. On met une farce avec quelques champignons à l'intérieur. On peut aussi oser le sucré salé avec les figues. On a des figues qui sont confites de cet été. Et puis, c'est quand même on a mangé quand même beaucoup de foie gras pendant les fêtes, mais ça apporte quand même beaucoup de moelleux dans la farce. Donc, un peu de foie gras. On aime. Donc ça, déjà, surtout, moi, je valide. Voilà. D'entrée, je valide. Après, moi, je suis passionné par la saucisse. Voilà. Non, mais je pense que la saucisse est sous-estimée en France. Redorons le blason de la saucisse. Mais la saucisse, c'est extraordinaire. Nous, on fait des saucisses. Tiens, la semaine dernière, j'ai fait un lapin à la moutarde. Je vais tout expliquer. J'ai fait un lapin à la moutarde au four avec des échalotes grises, avec un peu d'estragon. Une fois qu'il a été bien confit, je l'ai épluché. Je l'ai rajouté dans une farce de cochon. Et j'ai fait une saucisse comme ça, avec des morceaux de lapin maigre à l'intérieur, avec de la moutarde à l'ancienne, encore une fois de l'estragon, des échalotes, du vin blanc, une belle acidité. Ben voilà, ça, une saucisse comme ça, avec un petit peu de purée, un petit jus. Franchement, il n'y a pas besoin de grand-chose après, hein. Donc la saucisse... Mais c'est une saucisse hyper créative. Mais la saucisse, moi, elle m'inspire. En fait, je fais plein de sortes de saucisses à la brasserie. Ce sera le mantra du jour. La saucisse m'inspire. Laura, s'il te plaît. Mais parce qu'on peut faire énormément de choses. Je suis d'accord. On parlait du chou. C'est vrai.
On parlait du chou farci, mais en fait, voilà, dans une saucisse, on peut travailler le chou farci. Donc, une farce de chou avec des échalotes, du lard fumé. J'ai fait une saucisse à la banane plantain pour mon prochain livre. Mais la saucisse, je suis d'accord, c'est sous-estimé. C'est infini. On peut faire plein de choses dans la saucisse, dans le boudin. Donc voilà, moi je pense que mon plat canaille, ce sera une saucisse. Très bien. Et le dessert, alors, le sucré? Une saucisse. Non. Alors, non, on va faire autre chose, mais je sais pas. Il y a plein de choses, mais un baba au rhum, parce qu'il fait froid en ce moment. Donc il faut un petit peu se réchauffer. Donc un peu de gras avec la crème. Et puis un peu de rhum pour se réchauffer. Je trouve que c'est un joli dessert de canaille. Et puis on peut se le partager parce qu'on peut en faire un gros. Oh là là. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Oh mais j'adore. Je viens bientôt. Je suis la grande table. Je viens bientôt. Je suis la grande table. Alors Nathalie, du coup, toi, donne-moi 3 plats. Entrée, plat, dessert du Cameroun. Ah, du Cameroun. Ouais. Tac. Ou un plat salé, un plat sucré. Vous êtes un peu plus salé peut-être? Plus salé. En fait, traditionnellement, il n'y a pas entrée, plat et dessert. Oui, ça, je sais le schéma. Il y a de grandes assiettes avec beaucoup de choses et on mange des fruits toute la journée. Voilà. C'est ça, les desserts. Donc, je peux prendre quelque chose de très simple que je dois poster d'ailleurs, c'est les bouillons. Ça, vraiment, on fait beaucoup de bouillons. Ça, je me rappelle quand mon frère s'est marié en Suède. Bon, bref, ma mère a fait un bouillon là-bas et le chef qui était là dit, Madame, donnez-moi votre recette. Donc, on fait des bouillons avec tout. Ça peut être avec de la viande. Ça peut être, pour ceux qui mangent du cochon, des pieds de cochon. Ça peut être que végétal. Ça peut être du poulet fumé, du poisson fumé. Voilà. Donc, moi, j'ai fait un bouillon simple avec des légumes et de l'igname. Je ne sais pas si vous connaissez l'igname. Si, on connaît. Okay, je crois que c'est le légume africain qui est le plus connu. Non, le manioc. Ah bah j'aurais plus dit l'igname, tu vois, comme quoi. Mais c'est des gens, même certains Africains, qui connaissent pas l'igname. Ah oui, d'accord. Bon, okay. Ça dépend vraiment des régions, parce que c'est très vaste, ça dépend des régions. Donc j'ai fait un bouillon d'igname. On fait beaucoup de bouillons, on appelle ça pépé soupe, pépé, un peu comme le poivre en fait. D'accord. Pépé soupe, voilà. On fait pas le papy, ça n'a rien à voir. C'est pas la soupe du papy. Non, pepper, comme pepper. Soit le piment, soit le poivre. Ouais. Pas la soupe du papy. D'accord. C'est bon pour les papys, c'est aussi bon pour les jeunes. C'est bon pour les gens qui ont beaucoup mangé pendant les fêtes. Oui. C'est bon quand on sort de boire de nuit. C'est vraiment détox, c'est vraiment ça. Très bien. Donc voilà, j'aime les bouillons. Aussi on aime les beignets aussi. On aime des beignets de fruits, des beignets avec toutes sortes de farines. J'aime aussi, et dans ma région, les crevettes. Déjà, Cameroun vient du portugais Rio dos Camões, la rivière des crevettes. Et moi, je suis née au bord de l'eau, dans le littoral, donc on aime les crevettes. Je trouve que c'est quelque chose qui se cuisine très vite. C'est très bon. Ça peut être une cuisine très simple, comme ça peut être très gastronomique. Donc j'aime ça. Donc, les crevettes avec une panure de manioc et un peu de poivre de Penja IGP du Cameroun. Voilà. Donne faim, tout ça. Alors, donc, première partie finie. Deuxième partie. Deuxième partie, vous ne savez pas. On ne sait pas. Pour introduire la deuxième partie de cette session de convivialité très gourmande, je vous offre un passage de la littérature proustienne. Alors, tu vois, Simone de Beauvoir, Proust, etc. Parce que moi, je suis une ancienne prof de lettres, en fait. Donc, ce passage qui résonne beaucoup pour moi et en moi. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. J'aimerais que chacun me parle de sa Madeleine de Proust. Pas facile. Moi, je peux commencer. Eh bien, on y va, Lucille. La Madeleine de Proust, c'est des pâtes à la sauce tomate. Ah, mais ça peut être hyper simple, la Madeleine de Proust. Là, on n'est pas là pour juger. Hein. C'est ton souvenir. Ouais, pâtes à la sauce tomate de ma grand-mère. Très bien. Dans quelles conditions, dans quel contexte? Alors, tous les étés, elle préparait de la sauce tomate dont elle seule avait le secret, toujours. Évidemment. Et voilà, c'était le plat réconfort, le plat qu'on mangeait quand on allait chez elle, les journées simples. Très, très bon souvenir associé aux pâtes à la sauce tomate de ma grand-mère. Super. Qui prend la suite?
Je prends la suite en 2 parties. La première partie, c'est que j'ai des ateliers que je fais qui s'intitulent Et toi, quelle ta Madeleine de Proust. Je suis aussi une ancienne, j'ai aussi été prof de lettres dans une autre vie, dont je demande aux gens de cuisiner et d'écrire. Donc en fait, on laisse le tilleul de Proust, on laisse la madeleine et on fait la madeleine avec du manioc, avec d'autres farines et on utilise le moringa, la citronnelle à la place du tilleul. Donc ça c'est quelque chose que j'adore. Et ma madeleine de Proust c'est vraiment le gombo. Le gombo parce que j'ai été très fusionnelle avec ma mère. Nous avions beaucoup de projets. Je trouve que c'est un chef étoilé. Elle me disait toujours qu'on peut tout faire avec le gombo. On prend les restes, on prend n'importe quoi, on prend le lapin de la veille, on prend ce qu'on veut et on y met du gombo et ça fait une jolie sauce. Donc moi, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire avec le gombo. Ok, voilà. Messieurs. Qu'est-ce que c'est le gombo? Le gombo, c'est un légume. C'est vert, c'est ça? C'est un légume vert un peu, qui peut être gluant. Oui, très bien. Des gluants, mais après, on peut enlever ce côté gluant, on peut le farcir, on peut le briser, on peut faire plein de choses. On peut faire une saucisse, David. Exactement. Écoute, ça m'inspire. Tu vois? Voilà. Ça m'inspire. Voilà. Du gombo grillé dans la saucisse, ça peut être très bon. David, une idée de ta Madeleine de Proust? Oh oui, il y en a plusieurs. Moi, je suis né presque dans un laboratoire de charcuterie où mon papa officiait. Et donc la première, ça va être effectivement des rillettes qui sortent de cuisson, des rillettes chaudes, puisque en fait, on les mange rarement comme ça, mais lorsque ça sort de cuisson, c'est comme un boudin noir quand ça sort de cuisson, c'est là que c'est bon. Moi, j'ai jamais goûté de rillettes qui sortent de cuisson. Ah, mais c'est extraordinaire. Et ça, mais il faut faire ça au moins une fois dans sa vie, hein. Mais oui, mais comment? En faisant toi-même tes rillettes. Ou alors j'organise un atelier rillettes. Atelier rillettes et saucisses. À l'atelier dans le Monier. Et puis on goûtera effectivement les rillettes chaudes sur un petit peu de pain grillé. Et ça, c'est extraordinaire. Oh non, et tu parlais effectivement dans ton texte quelque chose qui m'a un peu ému. Tu parlais effectivement des saveurs et de ce qu'on pouvait sentir. Moi, j'ai surtout ce souvenir de mon papa qui sentait la fumée. Il a jamais fumé, hein, mais en fait, parce qu'on avait un fumoir où il fumait les poitrines de cochon, les saucisses, et je me rappelle en fait cette odeur tout petit quand je venais embrasser mon père, il sentait la fumée du fumoir, cette fumée qui est très imprégnante, mais qui est. Comment s'appelle ton papa? Il s'appelait Claude. Claude. Voilà, et c'est vraiment une odeur très particulière. Et j'adore la fumaison dans les produits de charcuterie. C'est la base. C'est la base, c'est un moyen de conservation, comme beaucoup de charcuteries d'ailleurs. Fumaison, salaison. Exactement. Mais les produits fumés, c'est quelque chose d'extra. Merci David. Voilà. C'est la saucisse de Proust en fait. C'est la saucisse de Proust, les rillettes de Proust. Les rillettes de Proust. Pareil, moi j'en ai plusieurs. J'ai eu la chance quand même de grandir dans une famille qui aimait quand même bien manger. On va dire qu'il y avait les crêpes de ma grand-mère les dimanches soirs quand mes parents n'étaient pas là et qu'on allait à l'école le lendemain. Et on mangeait jamais ça avec les parents et c'est vrai que c'était un peu... c'est le moment avec ma grand-mère, ma sœur, un peu tranquille à la maison. Et l'autre, je dirais que ce serait faire une grillade. Préparer son feu de bois, juste saler, poivrer sa viande, parce que j'aime bien moi les bons ingrédients, mais au maximum sans trop de préparation pour que le produit s'exprime. Et c'est vrai que s'amuser à préparer son barbecue pendant qu'on boit un verre avec ses amis pour l'apéro, c'est con, mais c'est très français, mais c'est une bonne viande grillée, et des amis. Et des saucisses au barbecue. Et de la saucisse. La saucisse fumée, bien sûr. 2025 sera saucisse ou ne sera pas. Hein. Saucisse fumée. Et saucisse fumée, bien sûr. Évidemment. Merci. Alors justement, une autre question. Quel est le plat de brasserie dont vous êtes complètement monomaniaque? Quand vous allez dans une brasserie, vous dites « Ok, je veux tester, je vais tous les tester dans Paris. » Moi, c'est les rognons. Ou ailleurs. Les rognons. Ah, les rognons. Ouais, ça c'est... Rognons purés? Ouais, classique. D'accord. Avec une sauce à la moutarde à l'ancienne. Enfin, il n'y a pas plus con, mais qu'est-ce que c'est bon. Ok, très bien. Lucille? Alors, moi, j'ai été végétarienne pendant 15 ans. Donc, je ne le suis plus aujourd'hui. J'ai recommencé à manger de la viande et du poisson après l'obtention de mon CAP l'année dernière. J'ai été confrontée en fait aux produits vraiment les mains dedans. Il n'y a pas d'autre. Et du coup, ça m'a vraiment reconnectée avec la viande et le poisson parce que je trouvais ça vraiment dommage de apprendre à préparer les produits
à les cuisiner pendant longtemps sans pouvoir les goûter. Donc j'en remange de manière assez sporadique, mais plutôt quand c'est bien sélectionné dans des beaux établissements. Mais du coup, sur ma quête de la brasserie, serait plutôt sur un produit qui peut être considéré comme accompagnement, mais qui peut aussi faire office de plat à proprement parler, c'est le gratin de finois. Ah bah oui. Voilà. Évidemment. Bel équilibre, pommes de terre, Crème. caramel. Ouais, voilà, c'est tout un art. Alors du coup, toi, David, faut en choisir un. Bah écoute, Soit un que tu fais, soit un que tu fais pas et que tu manges chez les autres. je vais vous surprendre, mais il y a une chose que j'aime beaucoup tester dans beaucoup d'établissements. En fait, c'est la salade César. Eh ouais. Parce Mais je que suis d'accord. parce que j'adore une salade César, mais il faut qu'elle soit faite correctement. Ouais, mais la vraie sauce. On est d'accord, Ah, sur bien une sauce César, avec du parmesan grillé, du crouton. Anchois. Je trouve que c'est un joli mélange. Bien sûr. Cette Crouton maison, bien sûr. je vois pas comment on peut faire autrement. Bah non, mais... Enfin, Tipiac. voilà, et voilà, une volaille tendre, rôtie. Et c'est un plat qui paraît tout simple, mais une bonne salade Ouais. César, je trouve ça, je me régale. Très bien. Nathalie. Des frites ou de la ratatouille. Ah bah oui. C'est vrai. Bah oui, mais c'est vrai. Je trouve que c'est dans les brasseries qu'on mange les meilleures frites. Ouais. Quand elles sont faites maison. Bah, Je ne sais pas où elles sont faites, mais elles sont oui, bonnes. c'est vrai. Ah oui, une ratatouille. Les frites aussi, et de ouais. la ratatouille. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? Des saucisses. Alors, oui, ça en fait pas. En fait, c'est du saucisson à l'ail fumé. Ah oui. Ah, mais j'adore ça. Et je peux me lever la nuit pour en manger une Oh, rondelle. Hein. m'étonne pas. Ouais, quand j'ai pas le Une moral. seule Je peux Quand j'ai pas le je peux moral. pas tout dire. Certains, c'est le chocolat, d'autres, c'est la saucisse. Non, mais le saucisson à l'ail fumé, ça fait partie des best-sellers, quoi. Ça, c'est long à faire. Je sais pas ce que c'est long. Enfin, oui, il faut faire. Enfin, il y a plusieurs étapes. Oui, il y a plusieurs hachages pour avoir un saucisson agréable à manger. Voilà, il y a plusieurs répartitions de viande. Et puis, encore une fois, le fumage qui est important et qui est assez long. Et puis ensuite, la cuisson. Mais c'est voilà. Le saucisson à l'ail, j'adore ça. Avec un peu de beurre de micelle et sur du pain. Vraiment, Ça donne envie. Mais les condiments que je fais, c'est-à-dire que j'aime, mixer des légumes, ail, oignon, et puis les légumes de saison. Ça peut être de l'aubergine, ça peut être, voilà. Et après que je fais cuire avec du gros sel. Et là, ça fait des condiments. En fait, ça macère et ça peut rester 1 mois, 2 Comme mois les au pickles, réfrigérateur. quoi. C'est un système de pickles. Mais écrasé, vraiment, D'accord, c'est mixé ok. avec un peu d'huile, du sel, puisque le sel, l'huile, la cuisson, ça permet de rester très longtemps. C'est des conservateurs, donc ça peut être dans des marinades, ça peut être dans des sauces, ça peut être Pour le utilisé barbecue, marinade partout, du barbecue. partout. On peut tout faire avec ça. Donc il y en a toujours chez moi. Super. Toujours. Jean-François. C'est con, mais les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Oui, c'est Quand on est au restaurant, on n'est pas souvent à la maison. Donc le frigo Déjà, c'est vrai. est souvent vide. Par contre, il y a une chose qui est indispensable, c'est du beurre. Ouais. C'est con, mais un bon morceau de beurre doux. J'évite le beurre de micelle parce que c'est vrai qu'avec un morceau de pain, c'est un peu le piège. Mais ouais, du beurre. C'est con, mais ouais, du beurre. Moi, j'ai toujours les produits ancrés dans mon frigo, bien sûr, que j'aime d'ailleurs associer avec un produit que j'ai toujours dans mon frigo, qui est une pointe de parmesan. Je trouve que c'est vraiment un produit qu'on peut utiliser sous beaucoup de facettes. J'ai des origines franco-italiennes aussi, donc forcément, ça me rapproche de ce produit-là. Mais voilà, simplement pour le grignoter, pour un bon risotto, il y a tellement d'usages pour une sauce César. Voilà, c'est vraiment toujours l'ingrédient que j'ai dans mon frigo. Super. Les 2 dernières questions avant de vous laisser. Pour vous, cuisiner, c'est quoi? Mais bien sûr. En un seul mot. Ah non, pas du tout. Tu peux disserter si tu veux. 3 copies doubles. Ça te tente? Non, mais moi, un mot, c'est aimer. En fait, parce que c'est vraiment, quand on cuisine, c'est aimer le partage et faire à manger à ses amis ou à sa famille, c'est vraiment un moment d'échange et voilà. Et même ses clients, d'ailleurs. Et bien sûr, même ses clients. Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais c'est un moment. Voilà, cuisiner, c'est l'amour. C'est la vie.
Oui. C'est la vie. Et le gras, c'est la vie aussi. On rajoute ça. Faut que ça reste du plaisir, la cuisine. C'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans une société, en tout cas occidentale, qui est un peu sur le déclin, faut le dire. Que ce soit autant intellectuel, que ça se ressent dans la finesse gustative que les gens sont capables d'apprécier. Et c'est vrai que dans une société où aujourd'hui, on ne prend même plus le temps d'ouvrir un bouquin. Va vite. Et c'est surtout que, il faut le dire aussi, la majorité des gens, quand ils se retrouvent à la maison, se retrouvent vite devant un écran. Je l'ai dit sur un autre thème, il y a beaucoup de gens, je sais pas, je leur dis, voilà, si tu passes 10 heures sur ton téléphone ou pour regarder des écrans dans la semaine, essaye de passer 2 heures à apprendre quelque chose. Bah, dans ce temps-là, il faudra peut-être remettre quelques heures de cuisine pour recentrer cet intérêt social, c'est-à-dire se regrouper autour de la nourriture, prendre plaisir ensemble et ne plus prendre ça comme une corvée, parce qu'aujourd'hui, les gens acheter je sais pas, une salade fraîche, une tomate et puis se faire une salade maison, c'est rien, hein. Mais j'ai l'impression que c'est le bout du monde. Plucher 3 carottes pour faire une petite soupe. Voilà. Faut la faire cuire et puis après, faut mettre la casserole dans la vaisselle. c'est compliqué, ça demande de l'énergie. Voilà. Encore, je peux le comprendre pour les gens qui ont des boulots physiques, mais des gens qui ont des travails de bureau aujourd'hui, 9h, 17h, non. Bah après, ça fait partie maison, aussi de l'éducation aussi que tu transmets aux gamins. Oui, voilà. mais... L'éducation au goût, l'éducation au vrai. Tout à fait. Merci pour cette petite parenthèse sociétale et philosophique, Jean-François. Bah voilà, on m'a demandé ce que m'évoquait la cuisine, donc je l'ai dit. Lucille ? Alors, c'est un peu philosophique aussi, mais pour moi, la cuisine, c'est la rencontre de la chimie et de l'alchimie. Il y a quand même tout un aspect chimique des ingrédients, des molécules, des éléments. Donc ça, je trouve ça passionnant. Mais j'ai beaucoup lu à ce sujet. Parce que, évidemment, c'est riche de pouvoir se cultiver sur la cuisine à travers des livres de recettes, d'inspiration. Mais c'est aussi, je trouve, très formateur de comprendre comment les ficelles sont tirées autour de l'univers de la cuisine. Et ça passe, en fait, par la chimie. Ça, c'est plutôt pour le côté technique. Et de l'autre côté, c'est l'alchimie. Et du coup, je trouve que ça rejoint ce que tu disais, David, par rapport au fait d'aimer et d'aimer partager. La posture dans laquelle on se place quand on cuisine peut vraiment donner un goût différent au plat, je trouve. On entend souvent dire que il y a carrément des molécules olfactives qui sont transmises dans un plat. C'est pour ça que une recette d'une maman, par exemple, va pas avoir le même goût qu'une autre recette. Et du coup, je trouve que cette partie alchimie fonctionne aussi bien dans l'énergie en fait qu'on a envie de donner à sa cuisine et au moment qu'on partage. Très beau, Lucille. Nathalie, t'as pas répondu? Pas encore. J'ai hâte. Pour moi, cuisiner, c'est déjà tout. Parce que quand moi je dis cuisiner, j'aime faire la cuisine qu'on dit classique. J'aime la boulangerie, j'aime la pâtisserie, j'aime les boissons. Donc pour moi, cuisiner, c'est être en harmonie avec les éléments, me sentir bien. Je crois que je n'ai jamais dit je n'ai pas cuisiné parce que j'étais fatiguée. En fait, ça me fait du bien. Voilà. Quand je cuisine beaucoup, on peut s'inquiéter. Je peux être très heureuse comme je peux être très malheureuse parce que ça me fait du bien. Je cuisine et j'écris, je cuisine. Et pour moi, cuisiner, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvée de la détresse dans laquelle j'ai été pendant 7 ans. C'est toujours pas vraiment passé depuis le deuil de ma mère. Vous avez parlé d'odeur tout à l'heure, c'est vraiment ça. J'ai écrit un poème, Le parfum de maman, parce que des fois, je le sens. Ben non, mais c'est beau, laisse-toi aller à ton émotion. Comment elle s'appelait ta maman? Colette. Ah, c'est très littéraire en plus, Colette. C'était une auteure. Donc ça va. Cuisiner, ça me fait du bien. Et apparemment, ce que je fais du bien. Ça fait du bien aux autres. Ben voilà, donc c'est le principal. Et la dernière question, quelle est pour vous la définition de la passion? Tu l'as dit un peu tout à l'heure, t'as commencé à dire les mots. Mais il n'y a pas de souci, Nathalie, aucun problème. La passion, pour vous, c'est quoi? Vaste sujet. J'ai l'impression que voilà, vous êtes tous un peu passionnés, puis mon podcast s'appelle Passion sans modération, donc je vous ai invité pour ça. Oui, je pense que sans passion, il n'y a pas notre métier. Peu importe le métier que l'on fasse, restaurateur, vigneron,
éleveurs, agriculteurs. J'ai une pensée pour les agriculteurs, parce que j'ai beaucoup de gens de ma famille qui sont agriculteurs, et il faut une sacrée passion, parce que c'était le mot que tu donnais, il faut une sacrée passion. Courage aussi, beaucoup de courage. Oui, pour se lever le matin aux aurores, s'occuper des bêtes. Et ça, oui, ça on peut leur rendre hommage. Oui, on peut leur rendre hommage, parce que sans eux... on mange pas. Exactement. Surtout avec l'actualité aujourd'hui. Oui, on n'en parle pas souvent, mais voilà, il n'y a pas que des gros céréaliers. Il y a des gens qui se lèvent et qui font très bien leur métier. Donc, la passion, c'est tout ça, en fait. La passion, c'est vivre et se lever le matin pour essayer d'améliorer notre quotidien et le quotidien des autres. Merci, David. Nathalie? La passion, c'est un feu, quoi. C'est quelque chose qui est au fond de vous et qui ne doit pas vous brûler, en fait. C'est quelque chose qui vous fait réaliser que vous avez une très belle vie, vous avez un très beau métier, mais il y a quelque chose en plus que vous voulez faire. Voilà, pour moi, c'est ça la passion. Merci. Jean-François? La passion, c'est quand on dit si on a la chance de travailler de sa passion, on ne travaille plus un jour de sa vie. C'est ça, en fait. C'est quand on a quelque chose qui nous intéresse, on va chercher sur Internet les informations, on va lire des blogs, regarder des podcasts, aller justement dans des salons, se lever le matin en cherchant un petit peu l'innovation ou de faire ce qui nous passionne. Je pense que oui, c'est ça la passion. C'est en fait, c'est cette activité qui est censée être un travail est en fait le centre de notre vie. Et quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'on puisse en vivre ou non d'ailleurs. Il y en a qui sont passionnés par la technique, la prise de son, la vidéo, tout ça. C'est une autre passion. Je pense que pareil, pour tous les métiers, toutes les passions ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je veux dire, il y a des jours, on est comme tout le monde, on est un peu fatigué et on n'a pas envie de nettoyer le sol, je veux dire, sa cuisine, mais il faut bien. Oui, c'est pas une passion, l'aspirateur, pour moi. Non, moi non plus, mais ça fait partie du travail. Parce qu'un restaurant dégueulasse, c'est pas... On peut faire la meilleure cuisine du monde, pour moi, c'est... Voilà, dans la passion, forcément, ça nous pousse à faire naturellement des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Bien sûr. Naturellement. Lucie? Pour moi, c'est vraiment l'émotion et la conviction. Et justement, je rejoins ce que dit Nathalie là-dessus, la conviction de pouvoir apporter quelque chose, changer les choses, avoir une autre vision. Et c'est ça qui anime, en fait, chez moi en tout cas, la passion de ce métier. Ouais. Merci. Après, la passion, c'est comme... Moi, par exemple, j'accepte le bitcoin au restaurant, parce que c'est un sujet qui est venu plus tard, après la restauration. Mais c'est ça, je fais une réunion tous les mois, on se retrouve, on parle, ah oui, je l'ai mis. Un petit pins qu'on m'a offert à Noël. Donc voilà, c'est ça la passion, c'est de s'intéresser, de partager, pouvoir partager avec les gens. Et si on peut gagner sa vie avec, c'est encore mieux. C'est sûr. Voilà. Merci, je vais conclure. Ne pleurez pas. Nous nous retrouverons. Le premier podcast de l'année 2025 m'a offert un panorama gastronomique très varié et je me suis régalée dans vos univers et vos convictions respectives. L'amour du produit, le plaisir de la rencontre, la philosophie de l'artisanat sincère et engagé, le sourire dans la création et dans le partage. Merci à vous quatre pour ce moment très gourmand et très émouvant. Merci David. Merci à toi Virginie. Merci Nathalie. Merci Virginie. Merci Lucille. Merci. Et merci Jean-François. Merci Virginie. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu? Les confidences vous ont ému? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.